Bonjour Natacha. Bonjour Sylviane, Eh bien écoutez, c'est je suis un... ravie de vous Ah retrouver. bah, moi aussi je suis ravie parce que vous avez eu la gentillesse de m'accorder une interview pour chacun de vos livres. Alors je présente votre livre, hein, votre dernier bébé, on va dire, Les blessures du silence. Donc c'est un livre qui m'a absolument, bon d'abord bouleversée pour différentes raisons on va parler, qui m'a passionnée parce que je sais que vous et moi on est passionnés par les polars. On a des références comme Michael Connelly, enfin bon, on l'adore aussi. Et là, vraiment, moi je trouve que de tous vos livres, ça va de mieux en mieux, Natacha. Eh bien, écoutez, ça me touche beaucoup Sylviane et merci. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, les autres aussi, mais peut-être que je m'améliore aussi, donc voilà. Non, c'est pas. Non, le style il est toujours pareil, pétillant. Bon, c'est un sujet. Vous avez toujours des sujets qui sont pas faciles. Hein. On peut dire que vous n'allez pas vers la facilité. Hein. Vous êtes bon. Je vais le redire, mais pour les gens qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous êtes journaliste, écrivain, réalisatrice. Vous écrivez et réalisez des films documentaires de qualité. Hein, parce que moi je les vois Merci. donc de qualité. Pour la revue Inexplorée de l'INRIAS, vous avez aussi avec Stéphane Alix réalisé les fameux films Les Enquêtes Extraordinaires qui ont vraiment marqué la télévision, enfin les gens qui s'intéressent à ça. Maintenant vous faites toujours sur pour Inexplorée, vous faites les chemins de la santé, toujours avec des sujets qui sont pas faciles. On peut dire, Natacha, que vous êtes une personne qui ne choisissait pas la facilité. C'est-à-dire que j'aime bien aborder les thèmes qui explorent la conscience, pardon, et puis également nos épreuves. C'est-à-dire qu'on vit tous plus ou moins des épreuves, voilà, difficiles. On peut être confronté à la mort, on peut être confronté à des choses très dures, et, euh, et tout ce qui me fait grandir, tout ce qui me fait évoluer. Euh, voilà, c'est souvent, très souvent, Stéphane Alix, donc mon mari, me dit, mais tu peux pas garder ça pour toi, il faut partager. Donc je le partage effectivement dans les films documentaires que je réalise, mais le roman est un moyen supérieur pour moi parce que j'ai plus d'espace. Oui. Donc effectivement, j'y mets tout ce qui me permet d'avancer et en espérant que cela aidera les personnes à avancer également. Alors là, on va parler de votre livre qui est bouleversant, hein, parce que c'est en même temps. Alors il y a plusieurs pistes. Alors on est toujours avec notre brave Johan, hein, qui est toujours, qui évolue Oui, aussi lui. Hein. Là, dans ce dernier roman, il évolue. Alors vous avez choisi un sujet extrêmement pas d'actualité parce que avant que l'affaire Weinstein sorte, votre livre était déjà, je savais que vous étiez déjà en train d'écrire un livre. Donc, mais curieusement, on va dire, ça sort en même temps que l'affaire le fameux bonhomme là de Hollywood, plus tous les autres, hein, MeToo, enfin plus bon, les autres. plus tous les autres qui étaient enfermés dans un silence. Hein, alors là, c'est vraiment un gros silence. Donc, vous parlez des pervers narcissiques. C'est un sujet qui revient souvent. Moi, depuis 8 ans que j'ai mon blog sur SOS Stress, beaucoup de lectrices m'écrivent en privé ou sur le blog par rapport à l'affirmation. Je vis avec un pervers narcissique. Curieusement, c'est souvent des hommes. Hein. Je n'ai pas encore eu une femme qui était une perverse narcissique, mais je sais que ça existe, qu'il y a des mères qui sont des perverses narcissiques. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus par Je rapport aux pense qu'il femmes? y a effectivement des femmes, alors peut-être sans doute même en beaucoup moins de proportion que les hommes, mais lorsque les femmes sont pervers narcissiques ou manipulatrices, elles peuvent être terribles et parfois pires que les hommes. Donc oui, ça existe dans les deux sexes, malheureusement, et c'est assez dramatique, oui, c'est vrai. Et le plus dramatique en fait dans l'histoire, c'est que très souvent, les victimes ne se rendent pas compte qu'elles sont Voilà. sous le joug pervers ou qu'elles sont manipulées. C'est ça, c'est ça. Alors, on va parler donc le sujet du livre. Donc c'est ça, mais il y a plusieurs histoires imbriquées. Vous êtes une perverse par rapport
vous êtes une Non, perverse par rapport parce que bon, moi j'adore, j'aime bien dire, ah, ça va être lui, et souvent, on va dire, bon, avec les centaines de livres polars, les centaines de polars que j'ai, en dehors des autres, bien sûr, mais c'est une de mes passions, et je dis, ça doit être lui. Et souvent, et ben là, j'ai pas réussi. Là, j'ai pas réussi, donc vous êtes une perverse. Non, alors c'est vrai que j'ai des interviews où on me dit, oh, vous savez manipuler le lecteur, etc. Alors c'est vrai que ce que je me dis, c'est que non, manipuler et pervers quelque part. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une intention de nuire. Or là, c'est plus non. de faire donner plaisir au lecteur de se tromper. Finalement. Oui, non, je plaisantais bien sûr. S'il y a quelqu'un qui n'est pas perverse, c'est bien vous. Alors, donc voilà, l'histoire, c'est Amandine, hein, Amandine, la brave Amandine, c'est qui tout tourne autour d'elle. Elle disparaît. Alors là, il y a trois pistes. Hein. Alors, les parents disent qu'elle a été assassinée. Le mari, qui est un professeur émérite, enfin, qu'on connaît bien sous tout rapport, dit que non, elle a dû se suicider. Et puis les amis disent qu'elle a probablement fui avec un amant. Alors, à partir de là, évidemment, vous développez les pistes. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on a le côté d'Amandine, hein, toujours on va dire en miroir. Il y a l'enquête pour savoir où elle est passée. Et à chaque fois qu'il y a un chapitre pour savoir, enfin l'enquête de notre brave Johan, parce qu'il faut bien qu'on sache quand même où elle est partie, cette brave dame, il y a Amandine qui nous parle, et là, c'est absolument... on se rend compte à quel point c'est... Enfin, vous allez nous en parler mieux que quiconque, mais c'est aberrant comment les personnes qui sont dans des difficultés, une mère de famille de 3 enfants, se laissent embringuer dans un comment dire, dans un tourbillon de manipulation, c'est horrible. Moi, franchement, j'avais envie de la prendre et de lui dire, mais réveille-toi. Amandine, réveille-toi. C'est aberrant. Alors, comment avez-vous, parce qu'on sent qu'il y a du vécu, hein, pas du vécu, mais sûrement que vous avez eu à faire, enfin, à des personnes qui ont vécu ça. Alors, comment ça vous est venu, cette idée de ce pervers narcissique? Alors, je rebondis déjà sur ce que vous avez dit, parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que je l'ai fait lire aussi à un médecin, et qui m'a dit, oh, cette petite chérie là, Amandine, on a envie de l'aider. Et j'avais envie de lui dire, mais non, mais regarde, fais attention. Il était comme vous. Il m'a dit, oh, j'avais envie de l'aider, c'est incroyable. Donc c'est vrai que ça me touche, parce que les gens... J'ai même un lecteur qui m'a envoyé un message en me disant, j'ai l'impression d'avoir lu l'histoire d'une amie chère que je ne connais pas. Donc c'est vrai que ça me touche. Alors, la raison pour laquelle j'ai alterné, voilà, ces chapitres autour d'un côté de l'enquête autour de la femme dont on sait si elle est morte ou si elle est vivante, si elle a fugué, si elle est morte ou assassinée, ou si elle s'est suicidée, eh bien, c'était pour effectivement démontrer comment les mécanismes pernicieux se mettent en place, et que, eh ben, il n'y a pas forcément de coups, qu'il n'y a pas forcément des éclats de voix, que les choses se font, on va dire, presque dans la douceur, sous le principe ou de l'amour ou de je veux t'aider parce que tu ne sais pas trop, et que finalement, eh bien, on vous souffle le chaud et le froid, et que vous ne savez plus comment, voilà, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous n'avez surtout pas le mode d'emploi pour agir, parce que la personne vous déstabilise constamment et que ça ne va jamais. Et donc, j'avais besoin effectivement de ces chapitres où on voit évoluer Amandine 6 mois avant sa disparition, 5 mois avant sa disparition, 4 mois, etc., jusqu'à quelques jours avant sa disparition, pour qu'on comprenne, que le lecteur comprenne ce qu'elle vit, et surtout la manière dont l'entourage perçoit ce qu'elle vit. Parce qu'en fait, pour répondre clairement à votre question, c'est arrivé à une personne très proche de moi qui en est morte d'épuisement, et j'ai beaucoup culpabilisé. Ça a été terrible, parce que je n'ai pas compris la gravité de la situation, et je n'ai pas trouvé les mots pour l'aider. Je lui disais des choses, je lui disais, mais s'il est si terrible, quitte-le.
Euh, donc, je suis même allée consulter des psychologues et des psychiatres pour essayer de comprendre, en disant, voilà, elle vit ça, etc. Il y en a qui m'ont dit, elle est masochiste, Oui, bah oui. elle est faible, etc. Bon, tout ça, après qu'elle soit décédée, malheureusement, c'était dans ma tête et je me suis dit, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne pourquoi elle est partie. Et ça a été pratiquement 3 ans de recherche sur la question. J'ai essayé de voir pourquoi on tombait finalement dans tous les pièges, l'entourage, et pourquoi on n'arrivait pas à aider, et surtout pourquoi on n'arrivait pas à répondre à la question de pourquoi la personne n'arrivait pas à partir. Pourquoi lorsqu'elle part très souvent elle revient et pourquoi lorsqu'elle arrive finalement à s'enfuir très souvent, très très souvent, sa vie sentimentale reste chaotique. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit je préfère rester seule plutôt que de prendre le risque de retomber sur quelqu'un comme ça. C'est terrible. Et je les comprends vraiment. Et donc je me suis à la fois rapprochée du corps médical, moi je suis quelqu'un de cartésien, mais en même temps, vous l'avez dit, à travers les enquêtes extraordinaires et tout ce que je fais sur l'INRES et y en explorer, eh bien, j'ai rencontré des gens, des thérapeutes en médecine alternative, des médiums, des guérisseurs, qui travaillent sur l'énergie pour avoir leur point de vue, essayer de comprendre s'il y avait quelque chose qui permettait d'expliquer que voilà, la personne dont je vous parle me disait, mais si on me racontait ce que je vis, je partirais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne pars pas. Et c'était pas une personne idiote, loin de là. C'était une personne qui était cultivée, c'était une personne qui avait de l'énergie, c'était une personne qui savait ce qu'elle voulait, elle avait du tempérament, et pourtant elle ne comprenait pas sa propre attitude. C'est terrifiant. Oui. Donc ce mécanisme en fait de manipulation, je le développe dans le livre, et ce qui est qui est formidable d'un certain côté, c'est que je reçois énormément de témoignages de lecteurs qui me disent « Je savais que ma mère était perverse, je savais que mon premier mari était pervers, je n'ai pas compris que le compagnon avec lequel j'étais actuellement l'était aussi. » J'ai une psychologue qui m'a dit « Je savais que mon père était pervers, je savais que le père de mes enfants était pervers narcissique, voilà pareil. Je suis en train de découvrir que mon fils, grâce à votre livre, mon fils l'est aussi, parce qu'il a été lui aussi victime de ce qui s'est passé. » Voilà. Et donc, c'est formidable pour moi de me dire que finalement, ce livre, il y a des clés pour ceux qui les voient, pour essayer de s'en sortir, si c'est le moment pour elles. Mais il y a aussi des clés pour l'entourage, pour essayer de comprendre. Et là, j'ai encore une personne qui m'a dit j'ai offert votre livre à 4 personnes de ma famille, à ma mère, à mes 2 sœurs et à une collègue, ma meilleure amie en fait, sa meilleure amie. Elle me dit pour qu'ils arrêtent de me juger et pour qu'ils comprennent ce que je vis. Et ça, c'est formidable pour moi parce que ce livre atteint son objectif. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais en vous entendant parler, il y a quand même des similitudes. Enfin, je l'ai noté, il y a des similitudes, puisque moi-même j'étais une femme maltraitée. Il y a des similitudes avec les femmes maltraitées, enfin les femmes qui sont battues ou des choses comme ça. Il y a, alors, est-ce qu'on peut dire que effectivement les hommes qui, quand vous dites on n'arrive pas à s'en sortir, moi j'entends des gens de ma famille qui me disaient mais on ne comprend pas pourquoi tu restes. Et effectivement, c'est pour ça que ce livre, et même en vous parlant, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent, parce que c'est ça, notre entourage ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. C'est ça. Et la personne non plus, elle ne comprend pas. Non. Elle se dit, mais pourquoi j'arrive pas à partir? Alors, je ne sais pas comment en parler, mais l'hypothèse que j'aimais dans ce livre, c'est effectivement que, en fait, de la même manière que lorsque on a une très très grande douleur suite à une blessure, le corps crée des endorphines pour nous protéger et pour faire en sorte que pendant l'heure qui suit, eh bien, on ne ressent pas de douleur avant d'être pris en charge, sinon le cœur ne tiendrait pas, il lâcherait et on mourrait d'une crise cardiaque ou d'un infarctus. Dans le cas d'une violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, c'est tellement insupportable, c'est tellement inenvisageable que le corps réagit de la même façon.
pour éviter qu'on devienne fou de douleur, parce que c'est de ça dont il s'agit, eh bien, il y a une partie de nous qui s'extrait, qui fait que, en fait, c'est le seul moyen que le corps trouve de se protéger. C'est ce que les psychologues disent lorsqu'ils parlent de fuite mentale. C'est ce qu'ils parlent de dissociation, c'est-à-dire que la personne semble comme déconnectée de son propre corps, de ses propres pensées. Elle est extérieure en fait à sa vraie vie. Elle s'observe en train de subir cette violence, encore une fois, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique, et elle n'arrive pas à réagir. Et cette partie qui s'extrait, voilà, voilà, on imagine une fuite d'énergie, une fuite comme une fuite de notre âme. Tous ceux qui ont vécu, voilà, un viol ou comment dire, ou une guerre disent à cet endroit j'ai perdu une partie de mon âme. C'est une expression que tout le monde connaît. Oui. Eh bien, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que à ce moment-là, dans cette violence qui est vécue, il y a une partie de nous qui s'extrait pour qu'on devienne fou. Et le problème, c'est que l'extrait, c'est récupéré par notre violenteur, par le bourreau, entre guillemets. Oui. Et pourquoi on ne part pas, en fait? Parce que l'autre, il a quelque chose à nous. Et si moi, on me coupe un bras et on me le met au fond de la pièce, on me dit va-t'en, je ne pars pas. Parce que je veux récupérer ce qui m'appartient. Et pourquoi les personnes ne partent pas? Parce qu'elles ont besoin de récupérer ce qui leur appartient. Et c'est l'explication, voilà, l'hypothèse que j'ai émise. Et je donne dans le livre, voilà, des clés pour essayer justement de récupérer ce qui nous a été pris, parce qu'on est bien finalement que lorsqu'on est entier. Bien sûr, oui. Mais est-ce que c'est, par rapport à votre ami qui malheureusement est décédé, est-ce que son violenteur, on va dire, on va l'appeler comme ça, a été puni? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que la loi prévoit quelque chose? Ou non, rien, on est complètement... Alors, c'est une question qui est essentielle, malheureusement, et dont la réponse est très triste. C'est que non, il n'a pas été puni, non, personne n'a rien fait, mais parce que tout simplement, pour deux raisons. La première, c'est que lui-même n'a absolument pas conscience. Bien sûr, oui, c'est ça. De ce qu'il a fait, il n'a pas conscience. Les pervers narcissiques ne se remettent pas en question. C'est partie de la première définition. Bon. Mais ensuite, parce que un coup se constate, il est condamnable. Alors il faut avoir la volonté, le courage, et c'est pas facile de montrer, etc., parce qu'il y a la honte, etc. Oui. Et les hommes qui se font battre, c'est terrible aussi, parce qu'en plus il y a cette image où j'en ai rencontré. Et j'ai rencontré même un médecin qui était sous le joug d'une perverse narcissique, donc, et qui était, mais alors sa femme était médecin aussi. Et d'abord parce qu'il était médecin, et ensuite parce qu'il était un homme. Bon. Je reviens à ce que je disais. Donc, le pervers narcissique n'a pas conscience de ce qu'il fait, mais ensuite, les mots, le problème, c'est que c'est votre parole contre la mienne. C'est ça, oui. Et que en fait, aujourd'hui, la justice a besoin de la force de la preuve. On punit, et heureusement. Oui. Mais le problème, c'est qu'un mot, c'est pas une preuve. C'est pour ça que ce que je dis beaucoup aux personnes qui me contactent après avoir lu le livre, c'est enregistrer. Aujourd'hui, on a des téléphones qui permettent d'enregistrer. Enregistrer. Ah oui. Comme ça, vous avez votre téléphone dans votre main et vous enregistrez ce qui se passe. Parce que ça peut être écouté. Ça peut ne pas servir de preuve, parce que voilà, mais on peut l'écouter et ça peut faire vaciller les choses. Voilà. Et nous-mêmes, on peut le réécouter et se dire, mais tiens, là, il y a un problème. Voilà. Donc, il faut enregistrer les choses pour donner des éléments. Il faut noter sur un carnet, tel jour, il m'a dit ça, j'ai répondu ça, il a fait ça, etc. Et on note tous les jours. Et comme ça, dans un petit cahier qu'on garde à part, comme ça, on accumule des faits, des choses qu'on ne peut pas inventer. Voilà. Et voilà. Et ça, aujourd'hui, la perversion et en tout cas le harcèlement au sein du couple est potentiellement puni par les tribunaux, mais faute de preuves. Faute de preuves, oui, c'est ça, oui.
eh ben, ça va jamais bien loin. Donc, j'espère que les choses vont changer dans ce sens, voilà, qu'on va pouvoir avancer parce que c'est dramatique. C'est suicide psychique, hein, puisque quand le corps lâche, c'est un suicide psychique. Eh bien, il y en a plein. Il y en a plein, oui, oui. Et est-ce que aussi les personnes qui sont victimes, enfin bon, je parle des violences physiques, mais des violences mentales, quand on est mère, on a peur de perdre ses enfants, tout simplement, parce que là on voit finalement c'est absolument aberrant. Il lui donne même des, elle croit qu'elle est folle. Non, 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 je dis rien. Non, mais je dis, vous avez dit, elle croit qu'elle est folle. Elle croit qu'elle est folle. Elle croit qu'elle... Et d'ailleurs, très souvent, il y a des personnes qui me disent et si c'était moi qui étais perverse narcissique, je lui dis directement, je dis à partir du moment où vous vous posez la question, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Oui, parce puisque de toutes les manières, ils ne se remettent pas en question. Mais il vous a fait croire ça. Voilà. Donc oui, à partir du moment où on se remet en question en se disant mais est-ce que cette violence c'est pas moi qui l'instille, est-ce que c'est à partir du moment où cette question-là vient dans votre tête, c'est pas vous. Oui, c'est ça, oui, parce qu'on se remet en question. Déjà, eux, il y a pas l'ombre de l'ombre d'une nanoseconde d'ombre, ils se remettent pas en question, ça c'est clair. Mais est-ce que finalement on peut vraiment arriver à s'en sortir d'un pervers narcissique? Je pense vraiment, c'est-à-dire que j'ai... alors, il y a une dame qui m'a interviewée pour un blog et qui a vécu ça et qui m'a dit, à travers voilà, ce protocole que vous décrivez à la fin, elle me dit, je suis très cartésienne, elle me dit, j'ai un peu de mal à l'accepter, j'ai un peu de mal à me lancer, à le faire, etc. Et elle me dit, mais en lisant ce que vous proposez, j'ai le sentiment que déjà ça va mieux, parce que d'abord j'ai cessé de culpabiliser. Ah oui, c'est ça, oui. Cesser de culpabiliser, de pas avoir agi, de pas avoir fait les choses, etc. Du coup, maintenant, je comprends pourquoi j'ai fait comme ça, et déjà, ça va mieux. Bon. Alors déjà, c'est une première étape énorme, puisque on est dans la culpabilité. Donc voilà. Donc déjà, c'est une première étape. Et après, je lui dis, moi aussi, je suis très cartésienne. Moi aussi, je suis très carrée. J'ai fait beaucoup de films scientifiques et, voilà, sur l'autisme, sur le réchauffement climatique, sur la santé. Bon, dans ce cas-là, essayez de trouver quelqu'un, un personnel de santé, un thérapeute, qui vous permette de faire ce protocole et qui puisse vous assister. Vous voyez, à travers voilà, les lecteurs que j'ai une psychologue qui l'a lu et qui a pris contact avec moi et qui m'a dit, elle est très ouverte sur tout ce qui est spiritualité, sur l'énergétique, etc. Elle me dit, j'avais une sorte de protocole que je mettais en place, qui n'était pas le même que le vôtre, mais elle me dit, ce qui m'intéresse vraiment dans le vôtre, c'est qu'il donne la possibilité aussi au bourreau de récupérer ce qui lui a manqué, et puisque lui aussi, quelque part, il a été victime de son père ou de sa mère ou de quelqu'un au départ. Et elle me dit, ça, je trouve ça très, très intéressant. Elle me dit, et je vais le mettre en place maintenant. Et quand cette jeune femme a pris contact avec moi, celle qui faisait le blog, je lui ai dit, ben voilà, prenez contact avec peut-être cette psychologue ou quelqu'un d'autre qui vous fera faire. Elle me dit, je vais le faire. Avec elle, je le ferai parce que c'est un personnel de santé et je me sentirai dans des bonnes mains. Et ça, je peux concevoir qu'on a envie, voilà. Par contre, vous voyez, à travers les lectrices, il y en a une qui l'a lu et 48 heures après l'avoir lu, elle m'a dit, j'ai senti que c'était le moment que je pouvais le faire. Elle m'a dit, je l'ai fait toute seule. Et ça m'a libérée. Elle me dit, c'est comme s'il y avait plusieurs verrous qui s'étaient ouverts en même temps. Elle me dit, j'ai des amis qui ont pris contact avec moi. Elle me dit que je les voyais plus parce qu'ils m'avaient isolée. Donc ça fait 10 ans que je les contactais plus. Elles ont repris contact avec moi bizarrement. Elle m'a dit, j'avais un truc à négocier avec une banque. Elle me dit, j'étais sûre qu'il allait dire non. Il a dit oui. Elle me dit, écoutez, c'est super bizarre. Et elle m'a dit, j'ai cessé d'avoir faim. Elle me dit, j'avais l'impression qu'il fallait que je remplisse un vide qui était à l'intérieur de moi. Et elle me dit, et enfin, j'ai pu m'abandonner à dormir sereinement, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans. Donc, voilà. Alors, il faut que ça nous parle, il faut que ça soit le bon moment. Oui, voilà, oui. Chacun réagit comme il veut.
comme il peut, mais il faut respecter le rythme de chacun. Il y en a certaines qui vont même pas arriver peut-être à finir le livre parce qu'ils savent qu'il y a à l'intérieur il y a quelque chose, une clé, mais que c'est pas le bon moment. Je connais quelqu'un comme ça, un homme, qui m'a dit, écoute, je me suis arrêtée aux 30 dernières. Elle me dit, c'est bizarre, elle me dit, parce que j'ai envie de savoir vraiment ce qu'Amandine est devenue, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me bloque. Au fond de lui, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller trouver la solution parce que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Il y a un timing, hein. C'est vrai que... Il y a un timing, on dit, mais moi ça j'y crois beaucoup, il y a un moment, bon ben voilà, pourquoi, on sait pas, pourquoi à un moment donné, voilà, c'est le moment, vous savez, et c'est tout. Et les enfants là dans tout ça, c'est ça que je voulais vous poser comme question, parce que bon, vous êtes très très bien renseignés, hein, ça on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches. On parlera des chiens après, parce que ça m'a beaucoup, l'histoire des chiens, ça m'a beaucoup plu. Oui. Mais les enfants là-dedans, hein, parce que Amandine, elle a 3 petites filles, enfin elle a 3 filles. Alors, c'est comment quand on est dans un milieu comme ça, parce qu'apparemment, bah, il s'en occupe, hein, le bonhomme. Donc, comment ça peut faire? Alors là, vous nous dites que il y a une de vos lectrices qui s'est rendu compte que son fils était devenu un pervers narcissique à cause du père qui lui-même l'était. Alors, on sait bien que ça n'est pas héréditaire, c'est acquis, mais je veux dire, les enfants là-dedans, comment on arrive, parce que je ne sais pas si votre amie qui est décédée, elle avait des enfants, et qu'est-ce qu'ils deviennent là-dedans alors finalement? Quelle image ils vont avoir de leur maman qui est décédée et qui finalement est morte de désespoir, hein, de pas pouvoir voilà, s'en sortir? Alors, c'est vrai que j'ai pas envie d'aborder cette question qui est trop intime et qui est trop, comment dire, voilà, c'est un cas particulier et je pense que c'est plus important d'aller sur le sens le plus large. Pour répondre à votre question, moi j'ai la conviction que quand on s'incarne dans cette vie, notre âme choisit ses parents, son père, sa mère, pour leurs qualités mais surtout pour leurs défauts, pour leurs blessures, pour les épreuves qu'ils ont vécues, qu'ils ont su gérer ou pas, parce qu'ils doivent eux-mêmes vivre, expérimenter certaines choses. Et bien ces enfants, comme les enfants de toutes les personnes qui ont vécu des violences, et bien finalement ils nous ont choisis pour ça, pour l'expérimenter en espérant 1 s'en sortir, 2 comprendre, 3 pardonner. Voilà, ça. Et donc, notre âme, ça c'est ma conviction, hein, après chacun se fait sa propre conviction de son côté, mais ma conviction c'est que en s'incarnant, on a des défis majeurs et que la vie nous bouscule pour essayer d'aller au-delà de ces défis majeurs, les dépasser. Déjà, c'est pas facile. Mais la finalité de tout ça, c'est de pardonner. Et il y a un temps pour tout. Et je dis, si à un moment donné, vous haïssez l'autre, eh bien, très bien. Parce qu'il y a un moment pour haïr. Et comme il y a un moment pour s'en défaire un peu, et un moment pour pardonner plus tard. Et même si on pardonne juste au moment de sa mort, eh bien, c'est déjà, et c'est formidable. Et puis il y en a certains qui vont pas arriver, eh bien, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. En tout cas, je pense que les enfants, voilà, ils ont quelque part, c'est terrible à dire, mais moi, j'en suis convaincue, ils ont choisi de vivre ça, de vivre cet environnement, de vivre ces drames, et c'est à eux de dépasser. Et je pense qu'ils sont plus outillés que nous. Quand on voit nos propres parents qui, quand on s'adressait à un psychologue ou un psychiatre, c'est qu'on était fous. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a dépassé ce stade, on voit bien qu'on va chercher des outils auprès des médecines alternatives. Je pense que nos enfants s'en sortiront bien mieux que nous. Nous, on va peut-être ouvrir les yeux à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Eux, ils vont les ouvrir à 30. Oui, c'est vrai, oui. Et voilà. Et peut-être que leurs enfants les ouvriront à 15. Mais en tout cas, laissons-les expérimenter ce pourquoi ils se sont incarnés dans cette vie-là.
Oui, moi je suis d'accord avec vous complètement. On choisit, pour moi aussi, mais c'est mon opinion, on va dire, hein, notre opinion. Alors, Voilà. moi je voulais vous parler des chiens parce que Ah, j'ai adoré l'histoire des chiens. Alors vous avez la première chose que je fais quand j'achète un livre. Je regarde les remerciements. Non mais c'est bon, bah chacun je suis un peu toc-toc peut-être, mais j'aime bien lire les remerciements, je sais pas. Donc vous remerciez souvent les policiers qui vous aident. Je sais que vous avez souvent, vous faites appel à eux, ils sont rudement sympas parce que ils sont formidables, ils vous aident. Alors racontez-moi l'histoire du chien parce que bon, il y a un chien quand même super extraordinaire hein, dans le livre. On va pas dire pourquoi, mais enfin bon, c'est un chien pisteur. Hein. Alors comment vous avez trouvé, comment vous avez pu arriver à voir ce chien? L'histoire est géniale parce qu'en fait, quand j'écris Le Testament des abeilles, qui est le premier livre avec les aventures de Johan Klivel, il y a un policier, un maître chien, qui est, il me semble qu'il est gendarme, et qui prend contact avec moi en me disant « J'ai adoré votre livre, c'est super. Le jour où vous avez une disparition dans un de vos romans, contactez-moi et je vous aiderai pour comment dire, décrire comment se passe la poursuite d'une personne disparue. » Bon. Alors, ça n'a pas manqué quand, dans mon livre Les blessures du silence, eh bien, Amandine Moulin disparaît, je prends contact avec lui. Et il m'explique comment ça se passe, etc. Mais visuellement, il me manquait des choses. On échangeait par mail. J'avais envie de voir les choses. Bon. Alors, j'ai pris contact avec le centre cynophile de Gramat, donc, qui est le centre en fait, de formation des maîtres chiens pour la police et la gendarmerie. J'ai pris contact avec un colonel. Et je lui dis, est-ce que vous accepteriez? Je suis écrivain, j'ai pas dit que j'étais journaliste, voilà, j'ai parlé du côté auteur, et je lui dis, voilà, j'aurais besoin, voilà. Il a tout de suite accepté, il m'a mis en relation avec ses équipes, et ils m'ont dit, ok, pas de problème, et je les ai rencontrés une première fois, le contact est super bien passé, et puis ils m'ont dit, bah, ok, pas de problème, on vous organise une disparition. Donc, ils ont été géniaux. Ah oui. Ils ont planqué une gendarme à un endroit et personne ne savait où elle était, même le maître chien, voilà, personne, ni le chien bien sûr. Dans la vraie vie, le chien s'appelait Louis. Et c'est un Saint-Hubert. On livre un Saint-Hubert parce que les chiens loups, les malinois, qui sont donc comme des chiens loups, ils ont la capacité de retrouver les traces de quelqu'un sur 24 heures, 48 heures, grand maximum. Ah, les bergers allemands, vous voulez dire? Les bergers allemands, absolument. Ouais. Voilà. Sauf qu'il existe une race qui s'appelle les Saint-Hubert. Pour imaginer à quoi ça ressemble, si vous voyez le chien de Colombo, c'est le même chien avec des grandes pattes. D'accord. Donc c'est un chien qui a des grosses bajoux, qui bave un peu, qui a un peu l'âge roux, mais il est très haut sur pattes et il a un gros thorax. C'est un chien solide qui est haut, qui est très fort, qui est très dynamique. Il vous tire, je vous raconte pas, il faut suivre. Hein, bon. Et donc, le Saint-Hubert, lui, il est capable de rechercher les personnes jusqu'à 10 jours. Oh, dis donc, oui. Extraordinaire, hein. Et donc, moi, il me fallait un Saint-Hubert. Sauf qu'il n'y en a que 15 en France. Ah là. Il y en a que 15 en France. Et donc, quand il m'organise la disparition, il me voit, il me dit, on est désolé, on n'a pas de berger allemand, on a un Saint-Hubert. Je dis, waouh, génial. Je lui dis, c'est exactement ce que je voulais pour mon histoire, puisqu'ils font la recherche après 8 jours de la disparition d'Amandine. Bon. Et donc, on va dans la chambre de cette gendarme, on prend son pyjama, ils me le mettent dans une poche, et hop, et on va sur le terrain, et ils sortent le chien, ils font respirer la poche. J'explique tout ça, parce que moi, j'avais envie de savoir, voilà, est-ce que le chien, il renifle le long de la route? Est-ce qu'il lève la tête? Comment ça se passe? Oui. Et c'était hallucinant de voir que finalement, il suit, même, c'est-à-dire que quand le vent déplace, le vent a de déplacer les odeurs, et on a appris qu'il respirait un ADN, et c'est incroyable de voir, parce que quand on a fait ça, il pleuvait, il y avait un vent incroyable. Ah oui, même la pluie et le vent.
même la pluie, voilà, ben, il a retrouvé donc la personne, la gendarme, et c'était génial de voir comment il récompensait son chien, voilà, et il avait la première chose qu'il lui donne, c'est un aliment, une espèce de crème qu'il adore, et juste après, il lui donne un poulpe qui fait pouic pouic, c'est son joujou. Un joujou. Tout de joie, il a son poulpe dans la... Voilà, et c'était génial de voir ça, de voir à la fois la relation entre le maître chien et le Saint-Hubert, et puis de voir comment il agissait. Et ça, je l'ai décrit dans mon livre, oui, voilà, oui. pour la recherche, et c'était vraiment un moment génial. Et de la même façon, comment dire, les policiers m'ont aidé à notre moment du livre. Alors là, j'étais dans un salon à Gujan-Mestras, et il y avait une scène de crime qui était en fait simulée pour montrer comment on récupérait les preuves par la PTS, donc la police technique et scientifique. Et puis je sympathise avec eux, je leur explique que dans mes romans, voilà, parce que j'ai mes entrées à la police judiciaire et à la crime, que j'ai des très bons rapports avec la police, et donc on sympathise. J'essaie de leur faire deviner les armes de crime de mes précédents bouquins, et ils ne trouvent pas, et je suis folle de joie. Et puis à un moment donné, je leur dis, mais j'ai besoin d'un rebondissement dans mon enquête. Il faudrait que je puisse aller dans le passé pour essayer d'innocenter quelqu'un. On ne dit pas qui c'est. Non, non, bien sûr. Et est-ce que vous connaissez un procédé qui pourrait me permettre ça? Et il y en a un, Roger, qui me dit, mais oui, nous on est là. Là, il y a eu un blanc. Je donne juste un indice. Attendez, là, il y a eu un blanc. Roger, il vous dit quoi? Il vous dit quoi, là? Il y a eu un blanc. Qu'est-ce qu'il vous dit, Roger? D'accord. Attends, Roger me dit, mais oui, bien sûr, on a résolu notre enquête, une de nos enquêtes par ce procédé-là. Ah. Alors, je ne dis pas de quel procédé. Non. Je vais juste donner un indice. Il faut s'élever. Bah. Vous voyez avec quoi je fais Oui. C'est bien. On ne dit rien. Donc, voilà. Il m'a donné le procédé et je m'en suis servi dans mon livre. Donc oui, c'est vrai que c'est assez génial. Leur gentillesse et leur aide me touchent beaucoup. Oui, non, mais on sent que c'est vraiment tout à fait... Enfin, c'est pas du roman. Enfin bon, moi, ce que j'aime chez Connelly, hein, je sais qu'on l'aime toutes les deux, pour moi, c'est le maître absolu. C'est le maître absolu du roman policier. Parce que tout s'imbrique, les choses les unes dans les autres. Il n'y a pas la plupart des romans, Dieu sait si j'en ai, mais il y a toujours un truc qui est pas dit, vous voyez, ou qui est pas expliqué. Lui non, hein, Connelly, tout est bien, c'est tricoté bien. Et vous là, c'est pareil, c'est du bon tricotage. Vous êtes une bonne tricoteuse. Très bien. Vous êtes une bonne tricoteuse. Hein. Alors. Pour terminer, parce que malheureusement il va falloir terminer, je remonte donc votre livre, hein, qui est sorti il y a à peine un mois chez Albin Michel, qui a sûrement beaucoup de succès parce que j'en entends beaucoup parler. Hein, donc, comme je disais, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que de livre en livre vous vous améliorez. Hein, enfin, quand je dis améliorer, c'est pas, attention, je veux pas, ça a l'air un peu, non mais pour qui elle se prend, c'est là, mais je veux dire, c'est de plus en plus, je sais pas, il y a quelque chose qui s'affine, hein, le style est toujours pareil, pétillant, bien construit, les phrases sont, il y a vraiment, on rebondit et tout, mais il y a de plus en plus, je sais pas, il y a quelque chose qui est, bon, moi le bouquin, je me suis endormie bon, je dis pas à quelle heure, parce que je suis insomniaque, hein, donc je dois faire très très attention à mon sommeil. Donc là, ah non, je dis non, là, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc bon, alors j'ai culpabilisé. Tu t'es pas endormi, t'auras pas ton nombre de sommeil, d'heures de sommeil, mais franchement là, c'est absolument incroyable. Alors la dernière question, je voulais savoir, vous en tant qu'auteur de romans policiers et la journaliste quand même qui est là. Quand vous avez fini, bon voilà, à un moment donné, il faut bien écrire fin.
est-ce que vous vivez encore avec vos personnages? Ça, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'ils vivent encore en vous? Ou, bon, Johan, oui, bien sûr, puisque c'est notre brave Johan, de roman en roman, il continue. Mais à part ça, Amandine, le Henri, le mari, les parents, est-ce qu'ils vivent encore pendant un temps à l'intérieur de vous ou c'est fini? Alors, c'est une chouette question. J'aime bien, on me la pose pas souvent. Alors, vous avez tout à fait raison. Johan Clivel, il est tout le temps. Enfin, il sait pas qu'il est tout le temps là, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où je vais me remettre à écrire et à partir du moment où je commence déjà à penser à l'histoire et la prochaine histoire, et je l'ai déjà en tête, bah, Johan, il est là et il sera toujours là, ainsi que Nathan, ainsi que Sam, ainsi que Alicia. Voilà, il y a des personnages comme ça Christian, qui reviennent sans arrêt. Bon. Ça, c'est sûr qu'ils sont là et Johan Clivel est le plus souvent et le plus prégnant. Voilà. Concernant les personnages de ce roman en particulier, Amandine, Henri, tout ça, c'est terminé. Ah, c'est terminé. C'est-à-dire que, comment dire, c'est vrai que, votre question est intéressante. J'avoue que j'y avais pas pensé jusqu'à présent. Je dirais spontanément que il continue d'exister à chaque fois que je parle d'eux. D'accord. Que chaque fois qu'on m'interviewe ou que je parle de ce livre, j'ai une émotion et quelque part Amandine, c'est la personne. Voilà, ça me redonne l'émotion, mais quelque part Amandine, c'est la personne pour qui j'ai écrit ce livre. Donc, elle ne partira jamais. Oui. Bien évidemment. Mais elle a son vrai prénom, voilà. Oui. Amandine, elle porte tout ça. Voilà. Et voyez, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai la prochaine histoire. J'ai arrêté de l'écrire, ne serait-ce que travailler sur le plan et faire mes recherches, parce que ça mangeait trop sur, quelque part, l'énergie de ce livre, Les blessures du silence. Et j'ai besoin qu'il existe, j'ai besoin qu'il continue à vivre, et j'ai besoin de continuer à le porter un peu comme un enfant qu'on a mis au jour. Donc j'ai arrêté pour me consacrer à eux pleinement. Donc ils sont là, ils sont encore là. Amandine, elle va être là encore longtemps, telle que... Voilà. Et à travers toutes les histoires des personnes qui me contactent, Amandine, elle renaît. Oui. Elle, voilà. Donc, c'est pour ça que quelque part, je voulais pas parler de mes choses personnelles. C'est que malheureusement, c'est un thème qui est universel, qui touche tout le monde à différents degrés. Parce que parfois, une personne qui vous parle d'elle constamment en vous expliquant combien elle est triste et tous les problèmes qu'elle a, eh ben, c'est une forme de manipulation, c'est une forme de... on sait que ça attaque l'énergie du rein et que, voilà, d'après les préceptes de la médecine chinoise, il y a de l'énergie du méridien du rein qui s'en pas et qu'elle récupère, et pas quelqu'un qui vous vous raccrochez, vous vous sentez vidé, et ben c'est aussi, voilà, et que toutes ces, on va dire, ces raptes d'énergie que j'explique dans le livre d'une autre manière, sous la forme de manipulation perverse, et bien finalement on peut les vivre à différents degrés dans la vie au quotidien, et donc on est tous plus ou moins touchés. Et donc j'espère que à la fois j'explique un processus, que ça va aider les gens ne serait-ce qu'à comprendre, que ça peut les aider quand ça sera le moment, et tout ça me touche beaucoup, de voir que finalement voilà, ça dépasse mon cas personnel, et que il n'y a rien de plus qui me comble lorsque je reçois un petit message d'une personne qui a pris le temps de m'envoyer un petit mot sur ma page Facebook en me disant merci, votre livre m'a aidé, je ne suis plus la même. Votre livre m'a libérée. Voilà, donc ça c'est pour moi, ça m'émeut terriblement ce que je vais vous dire, mais
c'est comme si on redonnait un petit peu la vie à la personne qui est partie. Voilà, chacune de ces étincelles et un peu d'énergie. Il y a une personne qui m'a dit quelque chose de très juste et qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, finalement, vous lui redonnez son pouvoir. Oui. Voilà. Et à travers les autres, je lui redonne son pouvoir. Oui. Voilà, je suis désolée pour ça. Non, mais écoutez, moi aussi je suis émue de vous voir émue. Donc je rappelle ce livre qui est vraiment, non seulement par le sujet qui est fort, mais la façon d'être. Enfin, vous avez réussi, comment dire, de traiter un sujet qui est grave, qui est dur. Vous l'avez traité avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sensibilité. En même temps, il y a une énigme parce que ça, c'est aussi ce qui aide à supporter la douleur du sujet. Hein, parce que sinon, si on en avait, ça serait un livre, bon, bah, un livre, une thèse d'État ou un truc comme ça. Bon, ça serait pas très intéressant, hein, enfin pour moi. Alors que là, vous distillez toutes enfin tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet ô combien terrible, hein, qui tue quand même entre 2 et 3% de personnes, hommes et femmes par an, hein, il faut quand même le dire. Ben, j'avais écrit un sujet là-dessus il y a 7 ou 8 ans, donc on l'oublie un peu trop souvent, mais ça tue. Hein, c'est un sujet, les pervers narcissiques arrivent à tuer les gens. Donc, vous arrivez, on le lit très facilement grâce à cette énigme que vous avez su mener, l'intrigue qui rebondit, on croit qu'on est parti d'un côté, ben non, c'est pas ça, et finalement, bon, une chute absolument spectaculaire, tout à fait spectaculaire, que je n'ai pas réussi à deviner. Donc, Natacha, je vous remercie infiniment. Je suis certaine que beaucoup de gens seront concernés par ce livre. Je leur recommande de l'acheter parce que, comme je dis toujours, j'achète mes livres, j'achète mes formations et je ne parle que de ce que j'aime. C'est pas la peine de faire de la publicité pour les choses qu'on n'aime pas. Ça, je trouve ça de la mauvaise énergie. Donc ça, j'ai adoré votre livre et j'attends avec impatience le prochain. Et je vais voir. Et bon, voilà, j'attends avec impatience. Je suis un peu vexée de ne pas avoir trouvé, mais bon. Mais bon, faut admettre que. Oui. Bah, Jung est un peu vexé, mais bon. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie infiniment. Et puis je vous dis bah, à la prochaine fois et surtout je remonte ce livre ô combien intéressant pour que, on a tous autour de nous. Moi je connais 2 personnes qui sont bon victimes, mais bon malheureusement il n'est pas encore traduit en portugais, mais il ne parle pas français. Cela dit, effectivement c'est un livre à mettre entre toutes les mains, même les gens qui n'ont pas qui ne sont pas victimes d'un pervers narcissique. Ça aide parce que c'est vrai qu'on juge, on a un peu tendance à juger, à dire oui, effectivement, comme vous l'avez dit au cours de cette interview, oui, mais pourquoi ils ne sortent pas, ce sont des faibles. Bon, c'est la première chose que rationnellement on dit, que j'ai aussi entendu dire personnellement, mais pourquoi? Bah, ce livre, il explique le cheminement des gens qui ont honte ou parce qu'ils sont maltraités physiquement ou psychologiquement, on a honte, c'est vrai, et souvent, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc là, il y a beaucoup de clés, et ça va aider sûrement, j'espère, pour vous, des millions de gens. Voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci Sylvia, vous êtes adorable. Bon, je vous embrasse moi aussi, et à bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir, Natacha. Au revoir Sylviane.